Je m'appelle David. J'ai 32 ans et toute ma famille vient d'encercler mon atelier avec une flotte de voitures de luxe, exigeant que je leur cède mon héritage pour sauver mon frère de la prison, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient vraiment affaire. Avant de vous raconter le moment où un milliardaire les a ignorés pour serrer la main de ma femme, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. C'était un mardi après-midi, le genre d'après-midi qui sent habituellement le cèdre et le vernis frais. C'est mon odeur préférée au monde. J'étais dans mon atelier, celui que mon grand-père a construit de ses propres mains il y a 50 ans. Je travaillais sur une table de salle à manger en noyer brut, ciselant soigneusement un assemblage en queue d'aronde. C'était calme. C'était paisible. C'était tout ce que ma vie n'est généralement pas lorsque ma famille est impliquée. Puis le sol a tremblé. Je n'exagère pas. J'ai senti la vibration à travers le sol en béton avant d'entendre les moteurs. Ce n'était pas le grondement d'un camion de livraison ou d'un tracteur. C'était le vrombissement aigu et agressif de l'ingénierie allemande de haute performance. J'ai posé mon ciseau, me suis essuyé les mains sur mon tablier et je me suis dirigé vers la porte de la baie. Ma femme Sarah arrivait juste. Elle conduit un Ford F-150 de 10 ans. Il a une bosse sur le pare-chocs arrière. La peinture s'écaille sur le capot et la suspension grince lorsqu'il transporte une lourde charge. Pour n'importe qui d'autre, ce n'est qu'un camion de travail usé. Pour moi, c'est le plus beau véhicule sur la route à cause de la femme qui le conduit. Elle faisait marche arrière vers le râtelier à bois. La benne était chargée de ce qui ressemblait à du bois brut recouvert d'une bâche, mais elle ne pouvait pas se garer. Un éclair de verre lime lui a coupé la route. Une Porsche 911 GT3 a dérapé dans l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière qui a recouvert le camion de Sarah. Le conducteur s'en fichait. Il a fait vrombir le moteur, un son comme une tronçonneuse sous stéroïdes exigeant l'attention. C'était Kevin, mon frère aîné, l'enfant prodige. Juste derrière lui se trouvait une Mercedes classe S noire, se déplaçant comme un corbillard, silencieuse et imposante. C'étaient mes parents, Arthur et Martha. Et en queue de peloton, un Range Rover blanc qui semblait n'avoir jamais vu une seule trace de bout de sa vie. C'était Jessica, la femme de Kevin. Ils se sont garés en formation qui bloquait la sortie, bloquait l'entrée et a effectivement coincé le camion de Sarah contre la pile de bois. On aurait dit une prise d'otage. Kevin est sorti de la Porsche. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que toute ma collection d'outils. Il a ajusté ses poignets, a regardé la poussière sur ses mocassins italiens polis et a grimacé. Puis il a regardé le camion de Sarah. « Bon sang, David » a-t-il crié, sa voix perçant la poussière qui retombait. « Tu laisses encore ta femme conduire ce tas de ferraille ? C'est une horreur. Ça dévalorise l'immobilier de tout le comté juste par son existence. » Sarah est sortie de la cabine. Elle portait ses vêtements de travail habituels, une salopette en jean, une chemise en flanelle avec les manches retroussées et des bottes à embout d'acier. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et il y avait une tache de graisse sur sa joue. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait juste l'air calme, effroyablement calme. « Bonjour, Kevin » dit-elle, sa voix stable. « Ravi de te voir aussi. » Bien que d'habitude, les gens appellent avant d'envahir. Kevin ne l'a même pas regardée. Il a regardé à travers elle comme si elle faisait partie du décor, comme si elle était une employée. Il s'est dirigé droit vers moi, la contournant complètement. « Nous n'avons pas le temps pour les politesses » a cassé Kevin. Il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti une épaisse enveloppe. Il l'a jetée sur mon établi, juste sur la planche de noyer que je lissais. Le papier lourd a glissé sur le bois, manquant de rayer la finition. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en la ramassant. C'était lourd. Légalement lourd. « C'est la solution » a dit mon père Arthur en sortant de la Mercedes. C'était un homme grand qui était autrefois imposant. Mais aujourd'hui, il avait l'air gris, fatigué, en sueur. C'est les papiers pour transférer le titre de propriété de ce terrain. Nous avons un acheteur en attente, un promoteur. Ils veulent transformer ça, il a fait un vague geste vers mon atelier et les 20 acres de forêt derrière, en un complexe de glamping de luxe. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Papa, on en a déjà parlé. Le terrain n'est pas à vendre. Grand-mère me l'a laissé, spécifiquement à moi pour l'atelier. Et c'était son erreur, a ajouté ma mère, Martha. Elle essuyait la poussière de ses lunettes de soleil avec un mouchoir en soie. Elle était sénile à la fin.
Elle ne savait pas que tu le gaspillerais à jouer avec des blocs de bois pendant que ton frère est là-bas à construire un empire. Construire un empire? J'ai regardé Kevin. Il faisait les 100 pas, tapant furieusement sur son téléphone. Il ressemblait à un animal en cage. C'est comme ça qu'on appelle ça? Parce qu'à ce que je sache, les empires n'ont pas besoin de vendre l'atelier de menuiserie de leur petit frère pour rester à flot. Kevin a cessé de faire les 100 pas. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, petite termite. C'est de la finance. Du levier élevé. Tu ne comprendrais pas. J'ai juste besoin de liquidités. Des liquidités temporaires. Liquidité, a répété Sarah, testant le mot sur sa langue. Elle était appuyée contre la calandre de son Ford, les bras croisés. C'est comme ça qu'on appelle ça quand on est sous l'eau. La ferme, a crié Jessica depuis le Range Rover. Elle n'était même pas sortie. Elle a juste baissé la fenêtre. N'ose pas lui parler comme ça. Tu conduis un camion qui sent le fumier. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur la finance. Mon sang a commencé à bouillir. Je peux supporter leurs insultes. Je les ai supportées toute ma vie. Mais Sarah, non. Sortez, ai-je dit, ma voix basse. David, sois raisonnable, a dit papa en se rapprochant. Kevin est dans le pétrin. Un petit malentendu avec la SEC et quelques créanciers. Il a besoin d'un prêt relais. Ce terrain est le seul actif de la famille qui n'est pas actuellement bloqué. Bloqué? J'ai regardé papa. Tu m'as dit que ta maison était payée depuis 10 ans. Papa a détourné le regard. Maman a commencé à étudier ses ongles. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Vous avez hypothéqué la maison pour lui, n'est-ce pas? Encore une fois. C'est un investissement, a crié Kevin. Ça va rapporter 10 fois plus. J'ai juste besoin de couvrir un appel de marge. Si je ne le couvre pas d'ici vendredi, ils commenceront à saisir les actifs. Mes actifs, la Porsche, la maison dans les Hantons, tout. Et tu penses que je vais vendre l'héritage de mon grand-père pour que tu puisses garder ta Porsche, ai-je demandé, incrédule. Kevin a frappé sa main sur mon établi. Ce n'est pas juste une voiture, idiot. C'est une image. Dans mon monde, l'image est tout. Si j'ai l'air pauvre, je deviens pauvre. Je ne peux pas me présenter à des réunions dans une Ford. Il a de nouveau pointé du doigt le camion de Sarah avec dégoût. Tu as jusqu'à demain, a dit papa, sa voix se durcissant. Ce n'est pas une demande, David. C'est une urgence familiale. Tu as un devoir. Tu as toujours été l'égoïste. Caché ici dans les bois pendant que Kevin porte le nom de la famille. Maintenant, il est temps de payer ta part. Signe les papiers, a sifflé Kevin. Ou je jure devant Dieu que je trouverai un moyen de te faire déclarer mentalement incompétent et de prendre la procuration. Ne me cherche pas, David. J'ai des avocats qui mangent de la sueur au petit déjeuner. Ils n'ont pas attendu de réponse. Kevin a fait demi-tour, et retourné à sa voiture vers Limay à démarrer le moteur. Le bruit était assourdissant dans le petit atelier. Papa et maman sont remontés dans la Mercedes sans me regarder. Jessica a remonté sa fenêtre. Ils ont démarré en trombe, le gravier giclant partout, nous laissant dans un nuage de poussière et de gaz d'échappement. Je suis resté là, fixant l'enveloppe sur mon établi. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Sarah s'est approchée de moi. Elle a posé une main sur mon épaule. Sa main était chaude, rugueuse et forte. Il déteste vraiment le camion, n'est-ce pas, a-t-elle dit doucement. Il déteste tout ce qui n'est pas enveloppé de feuilles d'or, ai-je marmonné. Je suis désolé, Sarah. Je suis tellement désolé que tu doives les supporter. Elle a souri. Un petit sourire étrange qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ne sois pas désolé, David. Sois prêt. Prêt à quoi? Prêt à leur montrer la différence entre le prix et la valeur. Elle a regardé l'enveloppe. Puis de nouveau son camion poussiéreux et cabossé. Il voit un tas de ferraille. Je vois un véhicule de livraison. Et demain, David, nous allons livrer quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Je ne le savais pas alors, mais ce camion cachait un secret d'une valeur de 50 millions de dollars. Et mon frère venait de déclarer la guerre à la seule personne qui aurait pu le sauver.
Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement déchiré ce contrat sur le champ et ne l'ai pas jeté dans le broyeur à bois, il faut comprendre l'histoire. Ce n'était pas une explosion ponctuelle. C'était le point culminant d'une vie entière à être l'autre fils, et plus précisément des 5 années d'enfer qu'ils avaient fait subir à Sarah. Cela a commencé à notre mariage. Nous ne voulions pas d'une grande cérémonie. Sarah et moi sommes des gens simples. Nous voulions nous marier sous le vieux chêne de ma propriété, celui que mon grand-père a planté. Nous voulions un barbecue, de la bière fraîche et un groupe de bluegrass. Mais ma mère, Martha, a agi comme si nous invitions les gens à des funérailles pour son statut social. C'est rustique, avait-elle dit lors du dîner de répétition, en regardant les bancs en bois que j'avais construits moi-même pour la cérémonie. Très terreux, a-t-elle dit. Terreux, de la manière dont on pourrait dire, infecté. Mais le vrai coup de poignard dans le dos est venu pendant les toasts. Kevin était mon témoin. Non pas parce que je le voulais, mais parce que mes parents insistaient sur le fait que cela aurait l'air étrange s'il ne l'était pas. Je me souviens être assis là, tenant la main de Sarah. Elle était radieuse dans une simple robe en coton blanc qu'elle avait achetée dans une boutique vintage. Elle n'aimait ni les diamants ni la soie. Elle aimait les choses avec une histoire. Kevin s'est levé, tenant un verre de champagne qui coûtait plus cher que le budget de la restauration. Il était déjà pompette. À David, a-t-il commencé, affichant ce sourire à $1 million qui charmait les investisseurs et trompait les parents. Mon petit frère. Vous savez, je me suis toujours inquiété pour lui. Pendant que j'étais là-bas à étudier l'économie et à apprendre comment le monde tourne, David jouait dans la boue. Il aime le bois. Il aime la terre. Quelques personnes ont gloussé. Mes parents ont ri le plus fort. Kevin s'est tourné vers Sarah. Et puis il a rencontré Sarah et je me suis dit, waouh, il a vraiment trouvé sa moitié. Quelqu'un qui aime la terre autant que lui. Les rires se sont un peu calmés. C'était méchant. C'était pointu. Non, vraiment, a poursuivi Kevin, en bafouillant légèrement. Je veux dire, regardez-les. Certains d'entre nous sont destinés à construire des empires, à toucher le ciel. Et certains d'entre nous, eh bien, certains d'entre nous sont destinés à construire des nichoirs. Et c'est très bien. Le monde a besoin de nichoirs, tout comme le monde a besoin de gens pour conduire les camions et nettoyer les sols. Il a levé son verre. À David et Sarah. Puissiez-vous avoir une vie heureuse. Là-bas, par terre. Je me suis levé. J'étais prêt à le frapper. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais Sarah m'a serré la main. Fort. Assieds-toi, a-t-elle murmuré. Il vient de t'insulter, ai-je sifflé. Il s'est révélé, a-t-elle corrigé. N'interromps pas un ennemi quand il fait une erreur. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie en trombe. Elle a juste pris une gorgée de son thé glacé et a regardé Kevin avec un regard de pitié. C'était Sarah. Elle était faite de quelque chose de plus fort que moi. Mais l'incident qui a vraiment scellé ma haine pour eux, le moment où j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière, s'est produit 2 ans plus tard. C'était le 65e anniversaire de mon père. Un gala en cravate noire au City Club. C'était le sanctuaire de l'élite de la ville. Sol en marbre, lustre en cristal et un parking rempli de Ferrari et de Bentley. Ma voiture, une berline modeste, était au garage pour des réparations. Le camion de Sarah était notre seul véhicule en état de marche. On ne peut pas prendre le camion au City Club, avais-je dit, paniqué. Pourquoi pas, a demandé Sarah en lançant ses clés en l'air. Il a 4 roues et un moteur. Il nous emmène du point A au point B, Sarah, ces gens, ils jugent. Laisse-les juger, a-t-elle dit. Je ne vais pas marcher 5 km en talons. Alors, nous avons conduit le Ford F-150. Nous nous sommes arrêtés au service de voiturier juste derrière le tout nouveau Lamborghini Urus de Kevin. Le voiturier, un jeune gars en gilet rouge, a ouvert la porte à Kevin. Il s'est presque incliné. Kevin lui a jeté un billet de $100 et s'est pavané dans le club avec Jessica à son bras. Puis nous sommes arrivés. Le voiturier n'a pas ouvert la porte. Il a même reculé. Il a regardé la boue sur les pneus. Il a regardé les rayures sur la benne. Il nous a regardés. J'ai baissé la fenêtre. Enregistrement pour la fête des Miller. Le gamin avait l'air mal à l'aise. Monsieur, je suis désolé. Nous ne pouvons pas garer de véhicules utilitaires sur le parking de devant.
C'est contre le règlement. Ce n'est pas un véhicule utilitaire, ai-je dit, le visage brûlant. C'est le camion personnel de ma femme. Il est grand, balbutia le gamin. Et l'état. Le directeur est très strict sur l'esthétique de l'entrée. Il y a un parking public à environ 4 rues d'ici. J'ai vu Kevin debout en haut des escaliers, regardant. Il n'aidait pas. Il riait. Il nous montrait du doigt un groupe de ses partenaires commerciaux. Et, David, a crié Kevin depuis les escaliers. Gare-le près des poubelles. Il se fondra dans le décor. Le groupe autour de lui a éclaté de rire. Jessica s'est couverte la bouche, gloussant. Mon père, qui venait de sortir pour accueillir les invités, a vu l'agitation. Il a descendu les escaliers. J'ai pensé un instant qu'il allait arranger les choses. Papa, ai-je dit, dis-lui que nous sommes avec toi. Mon père a regardé le camion. Il a regardé la file de voitures de luxe qui attendait derrière nous. Il a regardé les gens qui regardaient. David, a-t-il dit, sa voix froide. Ne fais pas de scène. Tu connais les règles ici. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Gare-toi plus loin et essaie d'entrer par l'entrée de service. Tu as l'air poussiéreux. Il m'a tourné le dos. Je voulais crier. Je voulais foncer dans les piliers de marbre avec le camion. Sarah a mis le camion en marche. C'est bon, David. Ce n'est pas bon. Ai-je crié. Il te traite comme une ordure. Non, a-t-elle dit calmement, nous éloignant de l'entrée. Ils me traitent comme un stéréotype, et c'est leur faiblesse. Nous nous sommes garés à 4 rues de là. Il a commencé à pleuvoir. Nous avons marché jusqu'au club sous la pluie. Quand nous sommes entrés, trempés et grelottants, Kevin a porté un toast à la dévotion. Regardez David et Sarah, a-t-il annoncé à la salle. Trop radin pour payer un taxi, alors ils ont marché sous la pluie. C'est le genre de cran, ou de stupidité, qui coule dans la famille. Ce soir-là, assis à la table du fond près des portes de la cuisine où il nous avait placés, Jessica s'est penchée vers Sarah. Tu sais, a dit Jessica en faisant tourner son vin. Je pourrais te recommander une bonne crème pour les mains. Tes mains, elles sont si rugueuses, comme du papier de verre. Ça doit être affreux pour David. Un homme aime une femme avec des mains douces. Des mains qui n'ont pas l'air de travailler. Sarah a regardé ses propres mains. Elles étaient calleuses. Il y avait de petites cicatrices dues à la manipulation de fils et de métal. C'étaient des mains fortes, des mains qui construisaient des choses. Mes mains vont bien, Jessica, a dit Sarah. Elle s'agrippe aux choses qui comptent. Eh bien, a ricané Jessica. Je suppose que quelqu'un doit faire le gros du travail pour que les autres puissent profiter de la vue. J'ai regardé Sarah. Je m'attendais à ce qu'elle craque. Au lieu de cela, elle a juste regardé Kevin et mon père de l'autre côté de la pièce, se serrant la main, concluant des marchés, se tapant dans le dos. David, m'a-t-elle murmuré ce soir-là. Sais-tu quel est le plus grand danger pour un enfant prodige? Quoi? Il n'apprend jamais à tomber, et quand il le fait, il se brise. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je pensais qu'elle me réconfortait. Je ne savais pas que Sarah n'était pas seulement une fille de la campagne qui aimait conduire un camion. Je ne savais pas qu'elle avait un doctorat en sciences des matériaux. Je ne savais pas que les livraisons qu'elle faisait dans ce camion étaient des prototypes d'un matériau de construction biodégradable révolutionnaire. Je ne savais pas que ma femme était effectivement assise sur un billet de loterie gagnant pendant que ma famille la traitait comme une mendiante. Mais maintenant, assis dans mon atelier avec la menace de tout perdre planant au-dessus de ma tête, tous ces souvenirs sont revenus en force. Les insultes, la pluie, les rires. J'ai de nouveau regardé le contrat. Transfert de titre de propriété. Ils veulent la guerre, ai-je dit à l'atelier vide. D'accord, ils l'ont. Mais j'avais peur. J'étais un menuisier contre un requin de Wall Street. Je n'avais pas l'argent pour une bataille juridique. Je n'avais pas de levier. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur Émilie, la seule personne normale de la famille à part moi. David. Elle était essoufflée. David, écoute-moi. Ne signe rien. Je sais, monsieur, je ne le ferai pas, non, tu ne comprends pas, elle a baissé la voix. Je suis chez maman et papa. J'ai entendu Kevin au téléphone avec son avocat.
C'est pire qu'il ne l'a dit. Ce n'est pas juste un problème de liquidité. David, il fait l'objet d'une enquête pour fraude. S'il ne rembourse pas ses investisseurs d'ici vendredi, il ne sera pas seulement fauché. Il ira en prison fédérale. Mon estomac s'est noué. Et David, a-t-elle poursuivi, les investisseurs, ce ne sont pas seulement des banques. Ce sont des gens peu recommandables. Des requins du capital investissement. Ils vont tout prendre. Si tu cèdes ce terrain, ils ne construiront pas de complexe hôtelier. Ils le défricheront, vendront le bois et laisseront un terrain vague. Tu m'entends? Je t'entends, ai-je dit. Et encore une chose, a dit Émilie. Maman et papa. Ils ont signé une procuration à Kevin le mois dernier. Ils pensaient qu'ils géraient leur retraite. Il a accès à tout. Si tu vends le terrain, l'argent ne servira pas à les sauver. Il ira à ses dettes personnelles. Il va vider la famille et vous laisser tous sans rien. J'ai raccroché. Mes mains étaient froides. Il ne s'agissait plus seulement de manque de respect. Il s'agissait de survie. Sarah est revenue dans l'atelier. Elle avait une drôle d'expression. Elle tenait sa tablette. David, a-t-elle dit, il faut que tu regardes ça. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un article de presse financière. Le titre disait, EcoCore Solutions annonce des rumeurs de partenariat avec le milliardaire Julian Sterling. D'accord, ai-je dit, confus. Qu'est-ce qu'EcoCore et qui est Julian Sterling? Julian Sterling est l'homme que Kevin essaie de rencontrer depuis 5 ans, a dit Sarah. C'est la baleine dont Kevin a besoin pour sauver son fonds. Alors. Sarah a glissé vers l'image suivante. C'était un graphique du cours de l'action EcoCore. Il montait en flèche. Kevin a parié contre cette société, a dit Sarah calmement. Il l'a vendue à découvert. Il a parié des millions que cette société ferait faillite. C'est pourquoi il est en faillite. D'accord, ai-je dit, ne comprenant toujours pas, donc, il a fait un mauvais pari. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous, avec le camion? Sarah m'a regardé dans les yeux. Elle a pris une profonde inspiration. David, EcoCore. Matériaux de base écologique. Elle a montré la pile de bois à l'arrière de son camion. La ferraille qu'elle transporte tous les jours. Ce n'est pas du bois, David. C'est une fibre composite que j'ai inventée dans notre garage il y a 6 ans. Ignifuge, imperméable, plus résistante que l'acier. Ma mâchoire est tombée. Quoi? Je suis EcoCore, David, a-t-elle murmuré. Je suis la fondatrice. Je suis la PDG. Et Kevin. Kevin vient de parier toute sa vie contre sa propre belle-sœur. Le silence dans l'atelier était absolu. Le genre de silence qui se produit après qu'une bombe a explosé, mais avant que l'onde de choc ne vous atteigne. Tu es quoi, ai-je balbutié. J'ai regardé ma femme. La femme qui découpait des coupons pour les courses. La femme qui raccommodait mes pantalons de travail au lieu d'en acheter de nouveaux. La femme qui conduisait un camion qui ressemblait à un tracteur mourant. Je suis l'actionnaire majoritaire d'EcoCore Solutions, a-t-elle dit, sa voix stable mais basse. Je l'ai constituée sous une société holding pour que ta famille ne fouine pas. Je ne voulais pas qu'il le sache. Pas avant que ce soit prêt. Pas avant que les brevets soient sécurisés. Je me suis assis sur un tabouret car mes jambes sont soudainement devenues de la gelée. Attends, tu veux dire les expériences? Les projets de jardinage dans les ateliers arrière? Point Shops, a-t-elle corrigé doucement. Je synthétisais de la lignine à partir de déchets agricoles. Cette boue dont Kevin se moquait toujours. C'était des millions de dollars de recherche chimique propriétaire. Mon cerveau essayait de rattraper son retard. Donc, tu es riche. Sur le papier. Oui, très, a-t-elle dit. Mais tout le capital a été réinvesti dans l'entreprise. Nous étions en mode furtif jusqu'à maintenant. Elle a de nouveau tapoté l'écran de sa tablette. Julian Sterling, l'investisseur milliardaire. Il nous courtise depuis des mois. Il veut les droits exclusifs d'utilisation de mon matériau pour son nouveau projet de ville durable au Nevada. Si je signe avec lui, la valeur d'EcoCore triple du jour au lendemain. J'ai de nouveau regardé le titre. Puis j'ai regardé le contrat froissé que Kevin m'avait jeté. Et Kevin, ai-je commencé.
Kevin a vu une petite entreprise inconnue déposer d'énormes brevets et a supposé que c'était une arnaque, a expliqué Sarah. Il a pensé que c'était une bulle, alors il a utilisé l'effet de levier, emprunté de l'argent pour parier que l'action EcoCore s'effondrerait lorsque l'arnaque serait révélée. Il nous a vendu à découvert, David, agressivement. Combien? Assez pour couler un cuirassé, a-t-elle dit. Et comme l'action ne s'est pas effondrée, comme elle a en fait augmenté à cause des rumeurs sur Sterling, il doit la différence. Il est dans une liquidation forcée. Chaque dollar que notre action augmente, Kevin en perd 10. Un rire a commencé à monter dans ma poitrine. C'était un rire hystérique, terrifiant. Alors, si je comprends bien, mon frère te traite d'ordure, insulte ton camion et essaie de voler ma terre. Tout ça pendant qu'il perd activement sa fortune en pariant contre ton entreprise. L'ironie est une maîtresse cruelle, a dit Sarah, une lueur d'acier dans les yeux. Le sait-il, ai-je demandé. Sait-il que c'est toi? Personne ne le sait, a-t-elle dit. Mon nom est sur les documents légaux en tant que S. Miller. Il pense probablement que c'est un gars nommé Steve. Il ne m'a jamais interrogé sur mon travail, jamais. Pour lui, je suis juste la fille de la campagne qui joue dans la terre. Soudain, des coups à la porte de l'atelier nous ont fait sursauter tous les deux. Ce n'était pas Kevin. C'était un huissier. Un jeune gars l'air terrifié. David Miller, a-t-il demandé. C'est moi. Il m'a tendu une enveloppe rouge. Service prioritaire de Vance & Associates. J'ai ouvert. C'était un avis d'audience, une audience de tutelle d'urgence. J'ai lu le jargon juridique, mon sang se glaçant. Requête en mise sous tutelle involontaire, citant un comportement erratique, une thésaurisation d'actifs au détriment de la stabilité familiale, une instabilité mentale. Ils l'ont fait, ai-je murmuré. Kevin l'a vraiment fait. Il a demandé à ce que je sois déclaré incompétent pour pouvoir saisir la terre. Sarah a arraché le papier de ma main. Elle l'a lu, ses yeux parcourant les lignes rapidement. Il prétend que ton refus de vendre la terre pour sauver la famille de la ruine est la preuve d'une maladie mentale, a-t-elle dit, sa voix tremblant de colère maintenant. Il utilise sa propre faillite comme une arme. Il dit qu'aucune personne saine d'esprit ne laisserait son frère aller en prison. Peut-il faire ça, ai-je demandé. Avec assez d'argent et un avocat véreux. Peut-être, a dit Sarah. Il est désespéré, David. Un animal désespéré mort. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était papa. Je l'ai mis sur haut-parleur. David. La voix d'Arthur était tonitruante. Tu as reçu les papiers. Je les ai reçus, ai-je dit. Tu essaies de me faire interner. Ton propre fils. C'est pour ton bien, a dit papa, paraissant presque convaincant. Tu ne penses pas clairement. Tu es émotif. Nous devons prendre le volant avant que tu ne fasses basculer cette famille dans le précipice. Signe simplement le transfert de terrain et nous abandonnons la requête. Simple. Tu me fais chanter. Ce sont les affaires, fiston, a dit papa. Kevin a un accord à conclure demain. Un gros investisseur. S'il se présente avec l'acte de propriété de ton terrain comme garantie, il obtient les liquidités dont il a besoin. Il nous sauve tous. Sinon, eh bien, je ne peux pas te protéger des tribunaux. Qui est l'investisseur, ai-je demandé en regardant Sarah. C'est Julian Sterling, a dit papa, lâchant le nom comme une bombe. Monsieur Sterling rencontre Kevin demain, là, sur ta propriété. Il veut voir l'actif personnellement. Si Kevin obtient cet accord, il est de retour au sommet. Ne gâche pas ça, David. Sterling est un faiseur de roi. J'ai regardé Sarah, ses sourcils se sont levés. Kevin mentait à papa où il était délirant. Sterling ne venait pas voir la terre. Sterling ne venait pas pour donner un prêt à Kevin. Papa, ai-je dit. Amène-le. Amène Kevin, amène l'avocat. Viens demain à midi. Alors, tu vas signer, a demandé papa, l'espoir dans la voix. Je te donnerai une réponse, ai-je dit. Et dis à Kevin de mettre son plus beau costume. S'il rencontre Julian Sterling, il voudra avoir l'air prospère. J'ai raccroché. J'ai regardé Sarah. Sterling vient ici, dans mon atelier. Il m'a appelé il y a 1 heure, a dit Sarah en souriant. Il veut signer l'accord de partenariat. Il veut voir où le matériau a été inventé.
Il adore l'histoire de la start-up de garage. Il pense que c'est authentique. Donc Kevin pense que Sterling vient pour lui, ai-je réalisé. Mais Sterling vient en fait pour toi. Exactement. Et Kevin pense qu'il va utiliser ma terre comme garantie pour obtenir de l'argent de l'homme qui le met en fait en faillite. C'est une tempête parfaite, a dit Sarah. Il faut qu'on se prépare, ai-je dit. J'ai regardé mon atelier poussiéreux. Je dois nettoyer. Je dois. Non, m'a arrêté Sarah. Ne change rien. Sterling déteste la prétention. Il déteste le faux. C'est pourquoi il m'apprécie. Il aime le camion. Il aime la terre. Elle s'est dirigée vers son Ford F-150 cabossé et a tapoté le capot. Demain, a-t-elle dit, nous allons garer ce camion en plein milieu de l'allée, et quand ils me diront de le déplacer, je leur dirai exactement à qui appartient la route. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assis sur le porche à écouter les grillons. J'ai pensé aux années où j'étais la déception, aux années où papa me regardait avec ce vague sentiment d'échec dans les yeux. La façon dont maman s'excusait auprès de ses amis pour mon travail. Oh, David, il travaille de ses mains. Ils se cherchent. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ont seulement vu ce que je n'étais pas. Et Sarah, mon Dieu, Sarah. Il l'a traitée comme une tache sur le portrait de famille parce qu'elle ne portait pas de Chanel, parce qu'elle ne bavardait pas au country club, parce qu'elle avait de la graisse sous les ongles. Demain, le monde allait être bouleversé. Je suis rentré. Sarah était à la table de la cuisine, examinant un contrat de 50 pages. Elle avait ses lunettes de lecture. Elle avait l'air fatiguée, mais elle avait l'air puissante. Et, ai-je dit. Ça va? Elle a levé les yeux. Je viens de recevoir un email de l'avocat de Kevin. Il menace de faire escorter le shérif demain si nous ne signons pas avant 11h59. Qu'il essaie, ai-je dit. David, a-t-elle dit doucement. Es-tu prêt à les perdre? Perdre qui? Tes parents, Kevin. Après-demain, il n'y aura pas de retour en arrière. Quand je l'humilierai, et je l'humilierai, ils nous détesteront. Pas seulement nous détesteront, ils nous haïront. J'ai pensé à la procuration. J'ai pensé à la mise sous tutelle involontaire. J'ai pensé à Kevin traitant ma femme d'ordure. Ils m'ont perdu il y a longtemps, Sarah, ai-je dit. Ils ne s'en sont juste pas rendus compte parce que j'étais toujours dans la pièce. Elle a hoché la tête. D'accord, alors dormons un peu. Nous avons un milliardaire à divertir. Le matin de la confrontation était d'une beauté étrange. Le soleil traversait la brume suspendue au-dessus des arbres, transformant la rosée sur l'herbe en diamant. C'était le genre de matin qui vous rend heureux d'être en vie. Sauf si vous êtes sur le point d'exécuter votre propre frère. Je me suis levé tôt, vers 5 heures du matin. Sarah était déjà debout. Je l'ai trouvée dans l'allée en train de laver le camion. Enfin, laver est un grand mot. Elle arrosait la pire de la boue des passages de roues, mais elle ne le polissait pas. Elle n'essayait pas de cacher ce que c'était. Je pensais qu'on assumait la saleté, ai-je demandé, lui tendant une tasse de café. Je veux que le logo soit visible, a-t-elle dit. Elle a montré la porte du camion. D'habitude, elle était couverte d'autocollants magnétiques pour les quincailleries locales ou simplement de saleté. Aujourd'hui, elle y avait collé un autocollant magnétique. Un simple motif géométrique de feuilles vertes avec les mots « Éco-Corps RD-Unien ». Subtil, ai-je dit. Ce n'est pas pour eux, a-t-elle dit en frottant une tache de goudron sur la poignée. Ils ne le liront même pas. Ils sont aveugles aux détails. C'est pour Sterling. Il aime le branding. À 10 heures du matin, mon estomac était noué. Je me suis occupé dans l'atelier, affûtant mes ciseaux. Il y a quelque chose de méditatif dans l'affûtage de l'acier. Le mouvement répétitif, le son du métal sur la pierre. Ça vous recentre. À 11h30, l'invasion a commencé. Cette fois, il n'y a pas eu de secousse prémonitoire. Ils sont juste arrivés. La Porsche de Kevin menait à nouveau le cortège. Mais cette fois, il y avait un deuxième SUV noir. Un Cadillac Escalade. 2 hommes en costume sont sortis. Ils ressemblaient à des avocats ou à des croque-morts, peut-être les deux. Arthur et Martha sont sortis de la Mercedes. Ils étaient habillés pour des funérailles. Tout en noir, très sombre, très dramatique. Kevin avait l'air maniaque.
sa cravate était de travers. Il transpirait abondamment malgré l'air frais du matin. Il regardait sa montre toutes les 3 secondes. Déplace le camion, a crié Kevin dès qu'il est sorti de sa voiture. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste montré du doigt le Ford de Sarah, qui était garé en plein milieu de la zone de retournement en gravier. Bonjour à toi aussi, Kevin, a dit Sarah. Elle était assise sur le haillon du camion, buvant du café dans un thermos. Elle avait l'air totalement imperturbable. J'ai dit, déplace-le. Kevin s'est approché, le visage violet. Monsieur Sterling sera là dans 20 minutes. J'ai besoin de cet espace libre pour sa Rolls-Royce. Je ne veux pas qu'il voie ça. Ce camion poubelle dès qu'il arrive. Ce camion reste, ai-je dit en sortant de l'atelier. Je tenais un grand marteau de charpentier à la main, pas de manière menaçante, je le tenais juste. C'était bon d'avoir quelque chose de lourd dans la main. David. L'avocat de l'escalade s'est avancé. Je suis monsieur Vance. Nous nous sommes parlé au téléphone. À moins que vous ne soyez prêt à signer immédiatement le transfert de l'acte de propriété, mes clients m'ont chargé de procéder à l'audience de tutelle. Nous avons un juge en attente. Vous avez un juge en attente un mercredi? Ai-je demandé. Waouh. Le budget corruption de Kevin doit être élevé. Surveille ton langage, a cassé papa. Nous essayons de te sauver de toi-même et de sauver cette famille. C'est pour ça que tu as hypothéqué ta maison, papa, ai-je demandé à voix haute. L'avocat a regardé papa. Papa a tressailli. C'est sans importance, a dit Vance. Le problème est votre capacité à prendre des décisions rationnelles concernant cet actif. Je suis très rationnel, ai-je dit. Je garde ma terre. Alors vous ne nous laissez pas le choix, a crié Kevin. Vance, appelez le shérif. Faites-le expulser. Je veux que cette propriété soit sécurisée avant que Sterling n'arrive. Vous ne pouvez pas simplement m'expulser, ai-je dit. J'ai la procuration sur la succession, a menti Kevin. Ou peut-être n'a-t-il pas menti. Peut-être avait-il aussi trompé papa pour qu'il signe ça. Ce terrain est effectivement à moi. Sarah a sauté du haillon, ses bottes crissant sur le gravier. En fait, a-t-elle dit, sa voix tranchant à travers les cris. Ce n'est pas le cas. Tout le monde l'a regardé. La ferme, Sarah, a sifflé Jessica près de la Mercedes. Les adultes parlent. Le terrain n'appartient plus à David, a dit Sarah, ignorant Jessica. Elle a sorti un document plié de la poche de sa salopette. Kevin s'est figé. Que as-tu fait? L'as-tu vendu? Espèce d'idiot. À qui l'as-tu vendu? Je ne l'ai pas vendu, a dit David, se plaçant à côté de Sarah. Je l'ai transféré il y a 2 ans. Transféré à qui? A exigé papa. Tu ne peux pas transférer un terrain familial sans autorisation. Je l'ai transféré à une société, ai-je dit. Comme un investissement en capital. Quelle société? A exigé Kevin. Une société écran? Je vais les poursuivre. Je vais les enterrer. Timberforge Innovation LLC, a lu Sarah sur le papier. Qui est une filiale à part entière d'EcoCore Solutions. Le visage de Kevin est devenu vide. La couleur s'est drainée de lui si rapidement qu'il ressemblait à un fantôme. Echo. Quoi? A-t-il murmuré. EcoCore, a dit Sarah clairement. La société que tu vends a découvert, Kevin. La société qui est sur le point de te mettre en faillite. Toi. Kevin a pointé un doigt tremblant vers elle. Tu travailles pour eux. Tu es une de leurs chauffeuses. Sarah a ri. C'était un son froid et dur. Oh, Kevin, tu ne comprends toujours pas, avant qu'elle ne puisse expliquer, un bourdonnement grave et profond a rempli l'air. C'était différent du cri de la Porsche. C'était le son d'une puissance pure et sans mélange. Une énorme Rolls-Royce fantôme noire est entrée dans l'allée. Elle était flanquée de 2 SUV de sécurité noirs. Il est là, a halté Kevin. La panique a pris le dessus. Il a oublié Sarah. Il a oublié la terre. Il est passé en mode survie. D'accord, tout le monde, agissez normalement, a crié Kevin en s'essuyant la sueur du front. David, cache le marteau. Sarah, dégage ce camion. Papa, tiens-toi droit. Il a couru vers la voiture qui approchait, ajustant sa cravate,
affichant son faux sourire d'homme d'affaires prospère. Monsieur Sterling, a salué Kevin. Par ici. Bienvenue. La Rolls-Royce a glissé devant Kevin, sans même ralentir. Kevin a dû sauter sur le côté pour éviter d'être heurté par le rétroviseur. La voiture a roulé lentement vers l'atelier, vers le Ford F-150. Kevin a couru après elle. Monsieur Sterling, vous vous trompez de chemin. C'est la zone de service. Ce sont juste les employés. La Rolls-Royce s'est arrêtée silencieusement juste à côté du camion de Sarah. Le contraste était saisissant. La berline de luxe rutilante d'un demi-million de dollars à côté du camion de travail cabossé et poussiéreux. La porte arrière de la Rolls-Royce s'est ouverte. Un homme est sorti. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, portant un costume bleu marine qui semblait simple mais coûtait probablement plus cher que la Porsche de Kevin. C'était Julian Sterling, le milliardaire. Kevin s'est jeté devant Sterling. Monsieur Sterling, je suis Kevin Miller. Nous avons échangé des emails. Je suis si heureux que vous soyez venu. Ignorez ce désordre. Ignorez ces gens. Si nous pouvons juste passer dans mon bureau. Enfin, mon bureau temporaire, nous pouvons discuter du financement du fonds. Julian Sterling s'est arrêté. Il a regardé Kevin. Il l'a regardé comme on regarde une mouche bourdonner autour de sa salade de pommes de terre. Kevin Miller, a demandé Sterling. Sa voix était profonde et graveleuse. Oui. Oui, monsieur. Kevin rayonnait. J'ai reçu vos emails, a dit Sterling. Ma secrétaire me dit que vous avez été très persistant. Je suis un fonceur, monsieur. Vous êtes une nuisance, a dit Sterling sèchement. Et selon mes analystes, vous êtes actuellement insolvable. Je ne fais pas affaire avec des joueurs insolvables. La bouche de Kevin s'est ouverte et fermée comme un poisson. Sterling s'est détourné de lui. Il a regardé le Ford F-150. Puis il a regardé Sarah. Son visage a changé. Il a souri, un sourire sincère et chaleureux. Il a dépassé Kevin. Il a dépassé mes parents stupéfaits. Il a dépassé l'avocat. Il s'est dirigé droit vers Sarah, qui s'essuyait les mains sur un chiffon. Sarah, a dit Sterling en tendant les deux mains. Sarah a pris sa main. Julian, contente de te voir. Désolé pour la poussière. La poussière est la meilleure partie, Harry Sterling. Il lui a serré la main vigoureusement. Cela signifie que du travail est en cours. Est-ce que c'est le lot? Il a montré le bois dans le camion. Le dernier prototype, a dit Sarah. Nous avons augmenté la résistance à la traction de 15%. Brillant, a dit Sterling. Absolument brillant. Puis il s'est tourné vers le groupe, vers Kevin, qui tremblait, vers papa dont la bouche était grande ouverte, vers maman qui serrait ses perles. Je suppose, a dit Sterling en désignant Sarah. Que vous connaissez tous la présidente. Présidente, a couiné papa. Sarah Miller, a dit Sterling, fondatrice et PDG d'EcoCore Solutions. La femme qui est sur le point de révolutionner l'industrie de la construction. Et il m'a regardé. Mon nouveau partenaire commercial. Le silence qui a suivi la présentation de Julian Sterling était plus lourd que le bois sur le camion de Sarah. C'était un vide, une force physique qui a aspiré l'air de la clairière. PDG? A murmuré Kevin. Le mot a à peine franchi sa gorge. Il a regardé Sarah. L'a vraiment regardé. Il a regardé sa salopette, ses bottes, ses cheveux en désordre. Son cerveau essayait de résoudre l'équation et échouait lamentablement. Mais elle conduit un camion. Sterling s'est tourné lentement pour regarder Kevin. Les yeux du milliardaire étaient froids. Jeune homme, Sam Walton a conduit une camionnette jusqu'au jour de sa mort. Warren Buffett conduit une vieille Cadillac. La richesse chuchote. Le désespoir crie. Il a jeté un regard appuyé sur la Porsche vers l'hymne de Kevin. Kevin a tressailli comme s'il avait été giflé. C'est une blague. A crié Jessica depuis le bord du terrain. Elle s'est avancée, ses talons s'enfonçant dans le gravier. C'est une sorte de farce, Sarah. Une PDG? Elle a à peine fini l'université d'État. Elle plante des jardins. C'est une paysanne. Jessica, arrête, ai-je dit en m'avançant. Non, a crié Jessica.
Je n'arrêterai pas Monsieur Sterling, on vous arnaque. Ces gens sont des fraudeurs. Sarah n'est personne. Elle vit au crochet de la famille de mon mari depuis des années. Sarah n'a pas crié. Elle ne s'est pas mise en colère. Elle a juste attrapé une mallette dans la cabine de son camion. Une mallette métallique élégante qui avait l'air très déplacée dans le Ford. Elle a ouvert les loquets. Clic, clic. Elle a sorti un dépôt de brevet. Il était épais, relié en papier bleu. Brevet américain numéro 9 844 219, a lu Sarah calmement. Méthode de synthèse de composite polymère à base de lignine à haute densité. Inventeur, Sarah Gilles Miller. Cessionnaire, EcoCore Solutions. Elle a jeté le document sur une pile de bois. Il a atterri avec un bruit sourd. Elle en a sorti un autre. Statut de la société, EcoCore Solutions. Actionnaire majoritaire, Sarah Gilles Miller. Bruit sourd. Elle a sorti un troisième document. Et celui-ci. Celui-ci est le plus amusant. Elle s'est approchée de Kevin. Elle s'est tenue face à lui. Elle mesurait 15 cm de moins que lui. Mais à ce moment-là, elle le dominait. Ceci est un relevé de transaction de la bourse de New York, a-t-elle dit doucement. Il montre une position de vente à découvert massive prise contre EcoCore Solutions il y a 3 mois, initiée par Miller Capital Partners. C'est toi, n'est-ce pas, Kevin? Kevin tremblait si fort que ses dents claquaient presque. Il ne pouvait pas parler. Il a juste hoché la tête faiblement. Tu as parié contre moi, a dit Sarah. Tu as parié contre la famille. Tu as pensé que parce que tu ne me voyais pas porter un costume, je ne travaillais pas. Tu as pensé que parce que je ne me vantais pas, je n'avais rien dont être fier. Je ne savais pas, a balbutié Kevin. Sarah, s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su. Si tu avais su, tu aurais essayé de le voler, ai-je coupé. Tout comme tu as essayé de voler ma terre. La terre, a dit Sarah en se tournant vers l'avocat, Monsieur Vance. Monsieur Vance, c'est bien ça? L'avocat avait l'air terrifié. Il réalisait qu'il était du mauvais côté d'une équation très puissante. Oui, madame. Puisque la terre est la propriété d'EcoCore, a dit Sarah. Et puisque Kevin ici n'a aucune prétention sur les actifs d'EcoCore, je crois que votre requête en mise sous tutelle est maintenant. Quel est le terme juridique? Frivole. Absolument, madame, a dit Vance en reculant. J'ai été induit en erreur par mon client concernant le statut de propriété. Je retire la requête immédiatement. Tu ne peux pas, a hurlé Kevin. Il a attrapé le bras de l'avocat. Tu ne peux pas partir. J'ai besoin de ça. Sterling. Kevin s'est retourné pour faire face au milliardaire. Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Vous vous associez avec elle? Très bien. C'est super. Nous sommes une famille. Tout reste en famille. Ça veut dire que ma dette. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Je peux gérer le fonds pour vous. Je peux. Sterling a levé la main. Monsieur Miller, soyons clairs. J'achète une participation de 20% dans EcoCore pour 50 millions de dollars. Cet argent va à l'entreprise, à Sarah. Il ne va pas renflouer vos dettes de jeu, 50 millions, a murmuré Martha. Elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Elle a regardé Sarah avec une adoration soudaine et grotesque. Sarah. Oh mon Dieu. 50 millions. Ma chérie. Maman s'est précipitée, les bras ouverts, essayant de serrer Sarah dans ses bras. J'ai toujours su que tu étais spécial. Ne te l'ai-je pas dit, Arthur? J'ai dit, Sarah a une intelligence discrète. Nous ne faisions que te tester, t'endurcir. Sarah a fait un pas en arrière. Elle n'a pas laissé maman la toucher. Arrête, a dit Sarah. Arrête, c'est tout. Mais nous sommes une famille, a pleuré maman, des larmes coulant sur son visage. Des larmes qui semblaient suspectement fausses. On peut arranger ça. Kevin a fait une erreur. Mais nous pouvons tous en profiter. Nous pouvons. Non, a dit David. Il s'est interposé entre Sarah et maman. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de la traiter d'ordure pendant 5 ans et de demander un chèque 5 minutes après avoir découvert qu'elle est riche.
David, a aboyé papa, essayant de reprendre son autorité. Ne sois pas égoïste. Ton frère risque la prison. Nous risquons la saisie. Si Sarah a cet argent, elle a l'obligation morale d'aider. Obligation morale? J'ai ri. Où était ton obligation morale quand tu as essayé de me faire interner hier? Où était ton obligation morale quand tu as hypothéqué la maison sans me le dire? Nous avons fait ce que nous devions faire, a crié papa. Et maintenant je fais ce que je dois faire, a dit Sarah. Elle s'est tournée vers Sterling. Julian, les papiers sont prêts? Juste ici. Sterling a fait signe à l'un de ses gardes du corps qui lui a tendu un dossier. Sarah a pris un stylo. Elle a posé le dossier sur le capot de son camion Ford sale et cabossé. Elle a signé son nom avec une fioriture. Voilà, a-t-elle dit. L'accord est conclu. EcoCore est financé. Elle s'est tournée vers Kevin. Et Kevin, à propos de ta position de vente à découvert. Kevin a levé les yeux, une lueur d'espoir dans les siens. Oui. Tu vas la fermer. Tu vas me laisser sortir. Non, a dit Sarah. L'action se négocie actuellement à 45 $ l'action. Quand la nouvelle de ce partenariat avec Sterling sera publiée dans, elle a regardé sa montre. 10 minutes. Les analystes prévoient qu'elle bondira à 120 $. Kevin a halté. Il a fait le calcul dans sa tête. Je ne peux pas couvrir ça. C'est 12 millions de dollars de pertes. Je ne les ai pas, alors tu ferais mieux de commencer à vendre, a dit Sarah froidement. Commence par la Porsche. Kevin est tombé à genoux. Littéralement, il s'est effondré dans le gravier, sanglotant. Ce n'était pas un cri digne. C'étaient les lamentations d'un enfant gâté à qui on avait enfin dit non. Jessica l'a regardé avec dégoût. Elle ne l'a pas réconforté. Elle a regardé le Range Rover, puis Sarah. Sarah, a dit Jessica, sa voix tremblante. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur tes mains. J'étais juste jalouse. Vraiment. Je sais que tu l'étais, a dit Sarah. Mais Jessica, tu n'es pas invitée au dîner de célébration. Monsieur Vance, a dit Sarah à l'avocat. Veuillez escorter ces intrus hors de la propriété de ma société. Sauf David. C'est le directeur du design. Directeur du design? Je l'ai regardé. Quelqu'un doit concevoir les meubles pour le nouveau siège social. Elle a fait un clin d'œil. L'avocat a hoché la tête. Monsieur Miller, Madame Miller, Kevin, je vous suggère de partir maintenant. Papa m'a regardé une dernière fois. David, s'il te plaît. On va perdre la maison. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé, l'homme qui m'avait ignoré, l'homme qui m'avait vendu. Tu as un fils intelligent, papa, ai-je dit en montrant Kevin, qui pleurait dans la poussière. C'est un bâtisseur d'empire. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Je leur ai tourné le dos. J'ai entendu les portières des voitures claquer. J'ai entendu les moteurs démarrer. Mais cette fois, ils ne les ont pas fait vrombir. Ils sont partis lentement, vaincus, dans un nuage de poussière qui ne ressemblait plus à une insulte, mais à une purification. Quand la dernière de leur voiture a disparu au bout de la route, le silence est revenu dans l'atelier. Mais il était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de la clandestinité. C'était le silence de la victoire. Monsieur Sterling a regardé les voitures partir, puis s'est tourné vers nous. Les affaires de famille sont toujours compliquées, a-t-il dit en ajustant ses boutons de manchette. Mais vous avez bien géré ça, Sarah. La fermeté. J'aime ça. Ils ne m'ont pas laissé beaucoup de choix, a dit Sarah, ses épaules s'affaissant enfin. Elle avait l'air épuisée. L'adrénaline retombait. Alors, a dit Sterling en regardant l'atelier. C'est ici que ça se passe. La partie RD, a dit Sarah. Le laboratoire est au sous-sol. David ne le savait même pas. Je lui ai dit que c'était pour le stockage des racines. Je l'ai regardé. Stockage des racines? Tu as construit un laboratoire dans ma cave à légumes. J'avais besoin d'un environnement à température contrôlée, a-t-elle haussé les épaules. Et tu ne descends jamais là-bas à cause des araignées. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je l'ai serrée dans mes bras, la soulevant du sol,
salopette sale et tout. Tu es incroyable, ai-je dit. Tu es absolument terrifiante et je t'aime. Sterling s'est éclairci la gorge. Je déteste interrompre la romance, mais nous avons du travail à faire. Mon équipe vous contactera pour la logistique. Sarah, le virement bancaire arrivera sur votre compte dans l'heure. Il m'a serré la main. David, j'ai hâte de voir ce que vous construirez avec ce nouveau matériau. Ne laissez pas l'argent ruiner votre savoir-faire. Je ne le ferai pas, monsieur. Il est remonté dans sa Rolls-Royce. La voiture massive a fait demi-tour en douceur et s'est éloignée, nous laissant seuls avec le Ford F-150. J'ai regardé le camion. On devrait probablement acheter une nouvelle voiture, ai-je dit. Peut-être, a dit Sarah en tapotant l'aile. Mais gardons celle-ci en souvenir. Un souvenir de quoi? Que les choses les plus précieuses ne brillent pas toujours, a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré. C'était une notification d'une application financière que je consultais rarement. EcoCore Solutions, Eco, en hausse de 210% suite à l'annonce du partenariat avec Sterling. Puis une autre notification. Un texto d'Emily. Maman vient d'appeler. Elle est hystérique. La banque réclame le remboursement du prêt de la maison. Kevin vomit dans le jardin. Il me demande si je peux te parler. J'ai répondu par texto, dis-leur que je suis occupé. J'ai un nichoir à construire. J'ai rangé le téléphone, parce que laissez-moi vous dire, ce qui s'est passé ensuite au cours des 6 mois suivants était encore plus fou que le chèque. Kevin ne s'est pas laissé abattre sans se battre. Et ces 50 millions de dollars, ils ont apporté des problèmes que je n'avais jamais prévus. Mais debout là, dans l'allée, tenant la main de Sarah, regardant la poussière retomber, je me sentais riche. Et pour la première fois de ma vie, cela n'avait rien à voir avec l'argent. 6 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le monde se réaligne complètement. Si vous avez déjà assisté à une démolition contrôlée, vous savez comment ça se passe. D'abord, il y a une série de petites détonations presque imperceptibles. Puis, pendant une fraction de seconde, le bâtiment reste là, exactement comme il a toujours été, défiant la gravité. Et puis, d'un coup, il s'effondre sur lui-même. C'est exactement ce qui est arrivé à mon frère Kevin. Le lundi après la confrontation dans mon allée, la bourse a ouvert à 9h30. À 9h35, Kevin était techniquement insolvable. Sarah me l'a expliqué plus tard autour d'un café, en utilisant des termes simples parce que mon cerveau me fait encore mal quand je pense à la haute finance. Quand vous vendez une action à découvert, vous empruntez des actions et vous les vendez, en promettant de les racheter plus tard à un prix inférieur. Vous pariez sur l'échec. Mais quand EcoCore a annoncé le partenariat avec Julian Sterling, l'action n'a pas baissé. Elle est montée en flèche. Elle a ouvert à 110 $ l'action. Kevin avait parié contre elle quand elle était à 12 $. Il n'a pas seulement perdu son argent. Il a perdu de l'argent qu'il n'avait pas. Il a perdu de l'argent qu'il avait emprunté. Il a perdu de l'argent qu'il avait volé des comptes de retraite de mes parents. Je ne l'ai pas vu pendant des semaines, mais Emily me tenait au courant. Elle venait dîner tous les dimanches soirs, apportant généralement une bouteille de vin et une nouvelle histoire d'horreur de la maison des cartes qui s'effondre. Ce sont les huissiers qui ont finalement brisé maman, nous a dit Emily un soir en enroulant ses pattes. Ils sont venus pour la Mercedes en premier. Papa a essayé de discuter avec eux, a essayé d'utiliser sa voix « Savez-vous qui je suis ?» mais le chauffeur de la dépanneuse lui a juste montré les papiers. Le bail était au nom de Kevin, co-signé par papa. En défaut de paiement. Et la Porsche, ai-je demandé. J'avoue que j'ai ressenti une petite pointe de satisfaction en posant la question sur cette monstruosité vers Lim. Parti, a dit Emily. Mais ce n'était pas le pire. Jessica l'a quitté le jour où la banque a gelé les comptes joints. Je ne suis pas surpris, a dit Sarah en beurrant un petit pain. Elle était mariée au style de vie, pas à l'homme. Elle n'est pas seulement partie, a ri Emily sombrement. Elle a pris les meubles, les tapis, les rideaux. Elle a prétendu que c'était des biens personnels achetés avec son argent de poche. Kevin dort actuellement sur un matelas gonflable dans une maison de 500 mètres carrés qui est en cours de saisie. Entendre cela aurait dû me rendre heureux. Ça aurait dû être le fantasme de vengeance ultime. Mais honnêtement, ça m'a juste rendu triste. C'était pathétique. Ça confirmait tout ce que Sarah avait dit. Ils étaient creux. Sans l'argent, sans les accessoires, il n'y avait rien.
Juste des gens effrayés et en colère cherchant quelqu'un à blâmer. Pendant ce temps, la vie à l'atelier de menuiserie, bien qu'on ne puisse plus vraiment l'appeler ainsi, était en plein essor. Avec l'investissement de Sterling, Sarah n'a pas déménagé l'entreprise dans la Silicon Valley ou à New York. Elle l'a gardée ici même. Nous avons commencé la construction d'un nouveau centre de R&D sur les 10 acres arrière de mon terrain. Il a été conçu pour se fondre dans la forêt, entièrement construit avec les matériaux composites EcoCore de Sarah. Mon rôle a changé aussi. Je n'étais plus seulement le mari de Sarah. J'étais le chef du design appliqué. Mon travail consistait à prendre les matériaux de haute technologie de Sarah et à prouver qu'ils pouvaient être beaux. J'ai fabriqué des tables, des chaises et des poutres architecturales qui ressemblaient à du chêne de 500 ans, mais qui étaient ignifuges et à bilan carbone négatif. Un après-midi, j'étais dans la nouvelle installation, supervisant l'installation d'une machine CNC qui coûtait plus cher que la maison de mes parents ne valait autrefois. J'ai vu une voiture familière s'arrêter dans la longue allée pavée. Ce n'était pas une voiture de luxe cette fois. C'était une Honda Civic d'environ 5 ans. Mon père est sorti. Je n'avais pas parlé à Arthur Miller depuis le jour où il a essayé de me faire interner. J'avais bloqué son numéro. J'avais renvoyé ses lettres sans les ouvrir. Il avait l'air plus petit. L'arrogance qui gonflait habituellement sa poitrine avait disparu. Son costume était mal ajusté, comme s'il avait perdu 10 kilos. Il s'est dirigé vers moi, regardant autour de lui le chantier de construction animé. Les ouvriers, l'énergie du succès. Je l'ai rencontré à la barrière de sécurité. David, a-t-il dit, sa voix rauque. Arthur, ai-je répondu. Je ne pouvais pas l'appeler papa. Plus maintenant. C'est impressionnant, a-t-il dit en désignant le bâtiment de verre et de bois. Sarah a bien réussi. Nous avons bien réussi, les jeux corrigés. Il a hoché la tête, regardant ses chaussures. Je suppose que oui. Écoute, David, je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici. Je suis ici pour te demander si tu as entendu parler de la maison. J'ai entendu dire que la banque l'a prise, ai-je dit. Nous avons 30 jours pour quitter les lieux, a-t-il dit. Ta mère. Elle ne le supporte pas, bien. Elle est dans un. Nous cherchons un petit condo dans le sud. Une location. Il a fait une pause, attendant que je propose de l'aide. Attendant que je signe un chèque. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné dans notre famille. L'argent était l'excuse. L'argent était le langage de l'amour. Ça semble être une réduction de train de vie raisonnable, ai-je dit d'un ton neutre. Il a levé les yeux, choqué. David, nous sommes tes parents. Nous perdons tout. Kevin nous a détruits. Il nous a menti. Il a fait exactement ce que vous lui avez appris à faire, ai-je dit. Vous lui avez appris que l'image compte plus que la substance. Vous lui avez appris que prendre des raccourcis est acceptable tant que vous avez l'air bien. Vous avez misé sur le mauvais fils, Arthur. Et maintenant vous payez la commission. Comment peux-tu être si froid, a-t-il murmuré. Nous t'avons élevé. Vous m'avez hébergé, ai-je dit. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez toléré. Et quand je suis devenu gênant, vous avez essayé de me faire enfermer. Vous avez amené un avocat chez moi pour me priver de ma liberté parce que vous vouliez ma terre. Je me suis penché plus près de la barrière. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on s'excuse un week-end. C'est une rupture définitive. Alors c'est tout, a-t-il demandé, les yeux larmoyants. Tu vas nous laisser couler. Je vous laisse nager, ai-je dit. Pour la première fois de votre vie, vous allez devoir survivre avec ce que vous avez réellement, pas avec ce que vous prétendez avoir. C'est une leçon précieuse. Je l'ai apprise il y a des années. Je me suis retourné et je suis retourné vers le bâtiment. Il a appelé mon nom une fois, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis entré dans le hall où Sarah examinait des plans avec les architectes. Elle m'a regardé. Elle a vu la tension dans ma mâchoire. Ton père, a-t-elle demandé. Ouais. Lui as-tu donné quelque chose? Je lui ai donné la vérité, ai-je dit. Sarah a souri et m'a serré la main. C'est plus généreux qu'il ne le mérite. Mais le vrai coup de grâce, le moment qui a vraiment bouclé la boucle, s'est produit 2 semaines plus tard. Je devais aller chercher une pièce pour le nouveau camion électrique que Sarah m'avait acheté. C'était un Rivian, une bête de machine, mais j'avais toujours un faible pour le modifier moi-même.
Je suis allé au grand magasin de pièces automobiles de la ville, celui avec le comptoir de rabais commercial. Je suis entré, portant mes vêtements de travail, parcourant les allées à la recherche d'un filtre hydraulique spécifique. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose, monsieur ?» a demandé une voix depuis le comptoir. Je me suis figé. Je connaissais cette voix. C'était une voix qui criait sur les serveurs si le vin n'était pas refroidi à précisément 12 degrés. Je me suis tourné lentement. Derrière le comptoir, portant un gilet rouge avec un badge nominatif indiquant « stagiaire », se trouvait Kevin. Il avait l'air mal en point. Ses cheveux s'éclaircissaient. Il avait des cernes sous les yeux. Il ne portait pas de costume italien. Il portait un polo en polyester qui était serré au niveau du ventre. Il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Il a instinctivement essayé de se cacher derrière la caisse, mais il était trop tard. « Kevin » ai-je dit. Il s'est levé lentement, son visage devenant d'un cramoisi profond et humilié. « David. » Nous sommes restés là un moment, séparés par un comptoir en stratifie et une vie de ressentiment. L'enfant prodige qui se moquait du travail manuel, qui méprisait l'industrie des services, scannait maintenant des codes-barres pour 12 $ de l'heure. Je donne juste un coup de main. Il a menti immédiatement. Le réflexe était toujours là. Consultation pour le directeur régional, optimisation de leur flux de stock. J'ai regardé son badge nominatif, stagiaire. Je ne l'ai pas dénoncé. Je ne me suis pas moqué de lui. Je n'ai pas ri. J'ai besoin d'un filtre pour un Rivian R1T, ai-je dit. Kevin l'a tapé dans l'ordinateur. Ses mains tremblaient. Allez 4, étagère B, merci, ai-je dit. J'ai commencé à m'éloigner, mais Kevin a appelé. David. Je me suis arrêté. Est-ce qu'elle est heureuse, a-t-il demandé. Sarah. Elle est très heureuse, ai-je dit. Elle change le monde. Kevin a hoché la tête, baissant les yeux sur le comptoir. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Ouais, Kevin, ai-je dit. Tu as parié contre la maison, et la maison gagne toujours. Je suis allé à l'allée 4. J'ai acheté mon filtre. J'ai payé à une autre caisse. En sortant vers mon camion, j'ai vu Kevin me regarder à travers la vitre. Il ressemblait à un fantôme hantant sa propre vie. J'ai alors réalisé que je ne le détestais plus. Je le plaignais. Il était un produit de la vanité de mes parents, un produit manufacturé qui avait échoué au contrôle qualité et avait été rappelé. Je suis monté dans mon camion, mon beau et puissant camion électrique, et je suis rentré chez moi, auprès de ma femme. Il est maintenant dans le garage, à côté des véhicules électriques de haute technologie et des motos vintage restaurées que j'ai enfin eu le temps et l'argent de collectionner. Nous l'avons nettoyé, réparé la suspension et redressé les pires bosses, mais nous ne l'avons pas repeint. Sarah ne m'a pas laissé faire. Les rayures racontent l'histoire, a-t-elle dit. Un soir, environ un an après que la poussière soit retombée, Sarah et moi étions assis sur le haillon de ce vieux camion. La porte du garage était ouverte, encadrant une vue du soleil se couchant sur le nouveau campus d'EcoCore. La lumière ambrée frappait les panneaux solaires sur le toit du laboratoire, les faisant briller comme de l'or. De l'or véritable, pas l'or des fous que mon frère avait poursuivi. Nous buvions de la bière nationale bon marché, parce qu'il y a des habitudes qu'on ne veut pas rompre. Est-ce que ça te manque parfois, a demandé Sarah en balançant ses jambes. Quoi donc? Être invisible, a-t-elle dit. Avant que tout le monde ne le sache. Avant que Forbes ne nous mette en couverture. Avant les emails constants des investisseurs. J'y ai réfléchi. Il y avait une certaine liberté à être sous-estimé. Quand les gens pensent que vous n'êtes personne, ils vous montrent exactement qui ils sont. Ils enlèvent leur masque parce qu'ils ne pensent pas que vous valez l'effort de jouer la comédie. Le manque de respect ne me manque pas, ai-je dit. Mais le calme me manque. Sarah a posé sa tête sur mon épaule. On peut toujours acheter une île. Sterling essaie de m'en vendre une dans les Caraïbes. Je ne veux pas d'île, ai-je dit. Je veux ça. Mon atelier, mes bois. Toi. Tu m'as, moi, a-t-elle dit. Tu m'as toujours eu. Même quand j'étais juste cette fille de la campagne qui conduisait le camion de ferraille. J'ai regardé ses mains. C'étaient toujours les mêmes mains. Fortes, capables, peut-être un peu moins calleuses maintenant qu'elle passait plus de temps dans la salle de conférence que dans le laboratoire,
Mais c'étaient les mains qui avaient bâti une fortune pendant que tout le monde était occupé à se regarder dans le miroir. Tu sais, ai-je dit, j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Maman et papa. Ils ne nous ont jamais vraiment connus. Pas vraiment. Ils connaissaient une version de nous, a corrigé Sarah. Ils connaissaient la version qui correspondait à leur récit. Tu étais l'échec. J'étais la paysanne et Kevin était le prince. Quand nous avons brisé ce récit, leur monde s'est brisé avec lui. Émilie dit qu'ils vont bien, ai-je dit. Papa a trouvé un travail dans les assurances. Maman fait du bénévolat à la bibliothèque. Ils sont normaux, humbles, même. Peut-être que toucher le fond a été la meilleure chose qui leur soit arrivée. Sarah a réfléchi. Ça les a forcés à se tenir sur un terrain solide au lieu d'un piédestal. Je ne les ai pas appelés, ai-je avoué. Je n'arrive toujours pas à le faire. Et tu n'as pas à le faire, a dit Sarah fermement. Le pardon ne signifie pas l'accès. Tu peux leur pardonner ce qu'ils ont fait. Laisser aller la colère. Mais ça ne veut pas dire que tu dois les réinviter à te blesser à nouveau. La serrure de la porte est pour ta sécurité, pas pour leur punition. Ça m'a marqué. Le pardon ne signifie pas l'accès. Ça a été une sacrée aventure. Du moment où cette Porsche Verlim a dérapé dans mon allée au moment où j'ai vu mon frère scanner des codes barres dans un gilet rouge. J'ai appris plus sur la nature humaine que je ne l'ai jamais fait à l'école. J'ai appris que les personnes les plus bruyantes dans une pièce sont généralement les plus peu sûres d'elles. J'ai appris que la loyauté est rare et doit être protégée à tout prix. Et j'ai appris qu'il ne faut jamais, au grand jamais, juger un livre à sa couverture, ou une PDG à son camion. Parfois, en traversant la ville dans mon nouveau camion, je vois des gens me regarder. Ils voient le véhicule cher, les beaux vêtements, la posture confiante. Ils pensent probablement, voilà un gars qui a tout compris. Un gars qui est né chanceux. Ils ne voient pas les années de sûr. Ils ne voient pas les insultes. Ils ne voient pas la nuit où Sarah et moi avons mangé des ramen pendant qu'elle investissait chaque centime dans ses recherches. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin qu'ils le voient. Je le sais. Sarah le sait. Et le vieux Ford F-150 dans le garage le sait. Nous avons construit cette vie, assemblage par assemblage, jour après jour. Nous ne l'avons pas hérité. Nous ne l'avons pas volé. Nous l'avons gagné. Et pour moi, c'est le seul type d'empire qui vaille la peine d'être construit. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, la vraie valeur est interne, pas externe. Nous vivons dans un monde obsédé par l'emballage. Nous jugeons les gens par la voiture qu'ils conduisent, la marque de leur montre ou le titre de leur post sur leur profil LinkedIn. Ma famille était tellement aveuglée par l'emballage du succès, les voitures de luxe, les adhésions au country club, qu'elle a complètement manqué la substance réelle juste devant elle. Ils ont confondu la dette de Kevin avec la richesse. Et ils ont confondu la frugalité de Sarah avec la pauvreté. Cette erreur leur a tout coûté. Ne faites pas cette erreur dans votre propre vie. Ne sous-estimez pas les gens discrets. Ne méprisez pas la personne qui fait le sale boulot. Et surtout, ne laissez la perception de quiconque définir votre valeur. Mon frère a poursuivi l'apparence de la richesse et s'est retrouvé avec rien. Ma femme a poursuivi la réalité de la valeur et s'est retrouvée avec tout. Soyez comme Sarah. Soyez la personne qui construit, pas la personne qui se vante. Porque yo quería, me estaba llamando la atención ser o Ministry, que es el de la música, o chamán. Shaman. Pero no he leído nada así como de lo que hacen. Lanza de rayo. Lanza la lanza eléctrica infligiendo 5 de daño de rayo. Le voy colocando los puntos al tiro. Hola Oni, ¿cómo está mi niño? ¿Qué le pasó a Loni? No sé. Mira, esto repara 50 de durabilidad, 100 de durabilidad. Toma, te invito al equipo.
Y te invité. Ah, la subí a nivel 2. No, no puedo ocupar mi arma. Eh, ¿Qué arma me sirve a mí, Dino? Si voy chamán. Mm, Supondré que el bastón, ¿o no? sí, yo creo que bastón puede ser. Te armáis inteligencia, de este de ¿Dino? invocación. Este bastón, las cosas de invocación, cosas así también. Creo que el chamán invoca cosas. No, ya le murió. ¿Dónde veo las cosas para asignarme las invocaciones y cosas así? Porque, por ejemplo, ahora se supone que puedo invocar un tótem. Aprieta la E y te van a salir una espadita a la derecha. Si es que estás haciendo el prólogo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí te vas a barra de habilidades a la derecha. ¿Te A sale algo? ver... No, espérame, creo que me metí donde no era. Una espadita a la derecha. O si no, más fácil. Ah, pero espérate, déjame agarrar el arma primero. O sea, el bastón. Tienes que tener los requisitos para poder ponértelo, si no te los va a soltar. ¿Cómo obtengo inteligencia en minería? Minando, ¿Así tal cual? subí de nivel, minando. Dale, dale. El pico, ¿De casualidad no tenéis carbón, weón? ¿sí? Acá Dame un hay. poquito, por... ¿A dónde? Ah, dale.